En 1847, la famille Beaumont s'installe dans le château de Saint-Clair, une propriété gothique perdue dans les brumes de la Normandie. Charles-Édouard Beaumont, riche industriel parisien, vient d'acquérir ce domaine pour une somme dérisoire. Le vendeur pressé, un certain comte de Montclair, semble étrangement soulagé de s'en débarrasser. Le château impressionne par sa taille et son architecture médiévale préservée. Ses tours élancées dominent un parc de 40 hectares bordé par une forêt dense. Mais dès les premiers jours, quelque chose cloche. Les domestiques du village refusent de travailler au château passé le coucher du soleil. Ils murmurent des histoires anciennes, parlent d'une malédiction qui frappe la lignée depuis des siècles. Charles-Édouard balaie ces superstitions d'un revers de main. Homme pragmatique du XIXe siècle, il ne croit qu'aux chiffres et aux affaires. Sa femme Marguerite, elle, ressent immédiatement l'étrangeté des lieux. Les couloirs résonnent de bruits inexpliqués, des courants d'air glacés traversent les pièces, même par temps calme, et certaines chambres restent obstinément froides malgré les feux de cheminée. Le couple s'installe avec leurs 3 enfants. Lucien, 8 ans, Céleste, 6 ans, et le petit Théodore, 4 ans. Au début, les enfants semblent s'épanouir dans ce nouveau cadre de vie. Le parc offre un terrain de jeu formidable, et les nombreuses pièces du château se transforment en cachettes parfaites pour leur jeu. 3 mois après leur installation, Marguerite remarque quelque chose d'inhabituel. Lucien, qui devrait avoir 9 ans dans quelques semaines, ne semble pas avoir grandi d'1 centimètre depuis leur arrivée. Elle attribue d'abord cette observation à son imagination, mais quand elle ressort ses vêtements de l'année précédente pour les ranger définitivement, ils lui vont encore parfaitement. L'observation devient plus troublante avec Céleste et Théodore. Non seulement ils ne grandissent pas, mais leur développement semble complètement arrêté. Leurs dents de lait ne bougent pas, leur langage n'évolue plus, et même leurs cheveux semblent pousser au ralenti. Charles-Édouard refuse d'abord d'admettre cette réalité. Il consulte plusieurs médecins de la région qui ne trouvent aucune explication médicale. Les enfants sont en parfaite santé, mangent normalement, jouent comme tous les enfants de leur âge. Pourtant, les faits sont têtus. Ils ne vieillissent plus. Dr Morel, médecin de famille réputé de Caen, examine minutieusement les 3 enfants. Il mesure, pèse, ausculte, mais ne trouve rien d'anormal dans leur constitution. Leurs fonctions vitales sont normales, leur appétit intact, leur sommeil paisible. C'est comme si le temps s'était simplement arrêté pour eux. Marguerite commence à tenir un journal détaillé de ses observations. Elle note scrupuleusement la taille et le poids de chaque enfant, leurs habitudes alimentaires, leur cycle de sommeil. Les chiffres confirment l'impossible. Depuis leur arrivée au château, aucun des 3 enfants n'a pris 1 gramme ou grandi d'1 millimètre. Plus inquiétante encore, elle remarque des changements subtils dans leur comportement. Lucien, habituellement curieux et entreprenant, devient étrangement contemplatif. Il passe des heures à regarder par les fenêtres, observant les saisons qui changent sans que lui-même ne change. Céleste développe une fascination pour les miroirs et se regarde pendant des heures, comme si elle cherchait à déceler une transformation qui ne vient pas. Le petit Théodore, lui, commence à poser des questions troublantes pour son âge apparent. Il demande pourquoi les fleurs du jardin grandissent et meurent alors que lui reste identique. Il observe les papillons avec une intensité inhabituelle, suivant leur cycle de vie avec un intérêt presque scientifique. Marguerite découvre également que les enfants du village évitent soigneusement ses fils et sa fille. Au début, elle pense qu'il s'agit simplement de la méfiance habituelle envers les nouveaux arrivants. Mais quand elle interroge discrètement quelques mères, leur réponse la glace. Les enfants locaux disent que les petits Beaumont sentent le temps qui ne passe pas et qu'ils leur font peur. Intriguée par ces mystères, Marguerite fouille les archives du château. Dans une ancienne bibliothèque poussiéreuse, elle découvre des documents datant du XVIe siècle. Les écrits, rédigés en ancien français, racontent l'histoire troublante de la famille de Montclair, ancien propriétaire des lieux. En 1587, Isabelle de Montclair met au monde des jumeaux, Henri et Marie. Quelques mois après leur naissance, la peste noire ravage la région. Désespérée à l'idée de perdre ses enfants, Isabelle consulte une guérisseuse réputée pour ses connaissances en herboristerie.
La vieille femme lui remet une potion mystérieuse avec cette promesse. Ses enfants ne mourront jamais de maladie ni de vieillesse. Le traitement fonctionne au-delà des espérances. Henri et Marie survivent à toutes les épidémies qui frappent la région. Mais le prix à payer dépasse l'imagination d'Isabelle. Ses enfants cessent complètement de vieillir. Ils gardent l'apparence de bambins de 3 ans pendant des décennies. Le document révèle que cette malédiction s'est transmise de génération en génération. Chaque fois qu'une famille s'installe durablement au château avec de jeunes enfants, ces derniers cessent de grandir. Le phénomène semble lié au château lui-même, comme si les pierres avaient absorbé cette propriété surnaturelle. Confronté aux preuves historiques, Charles-Édouard mène sa propre enquête. Il retrouve la trace de plusieurs familles qui ont vécu au château au cours des siècles passés. Toutes ont quitté les lieux précipitamment après quelques années, laissant derrière elles des histoires troublantes d'enfants qui ne grandissaient plus. La famille de Montclerc elle-même a fui le château en 1623, abandonnant Henri et Marie désormais âgés de 36 ans, mais ayant toujours l'apparence de tout petits. Les archives paroissiales mentionnent que les 2 enfants ont été confiés à un monastère lointain, où ils ont vécu en reclus jusqu'à leur mort mystérieuse, en 1689, soit plus de 100 ans après leur naissance. Au XVIIe siècle, la famille Durand connaît le même sort. Leurs 3 enfants cessent de grandir après 6 mois de résidence au château. Les parents tentent de déménager, espérant briser ce qui leur semble être un maléfice, mais découvrent avec horreur que l'effet persiste même loin du château. Leurs enfants restent figés dans l'enfance jusqu'à leur mort naturelle, survenue étrangement le même jour, 50 ans plus tard. Charles-Édouard découvre également des témoignages médicaux du XVIIIe siècle. Dr Lemoine, médecin du roi, examine en 1734 les enfants de la famille Rousseau, victimes du même phénomène. Son rapport, conservé dans les archives de l'Académie de médecine, décrit minutieusement l'impossibilité médicale de leur état. Les enfants présentent tous les signes d'une santé parfaite, mais leur croissance s'est arrêtée net. Refusant d'accepter cette fatalité, Charles-Édouard organise une série d'expériences pour comprendre le phénomène. Il fait appel aux meilleurs médecins de Paris, qui examinent les enfants sous toutes les coutures. Chaque examen confirme la même conclusion impossible. Les enfants sont en parfaite santé, mais ne vieillissent un peu plus. Le professeur Dubois de la faculté de médecine de Paris propose une théorie révolutionnaire pour l'époque. Selon lui, certains lieux pourraient influencer les processus biologiques de croissance. Il évoque l'existence possible de champs d'influence naturels capables de modifier le cours normal du développement humain. Pour vérifier cette hypothèse, Charles-Édouard fait construire un pavillon dans le parc, à plusieurs kilomètres du château. Il y installe sa famille pendant 3 mois, espérant que l'éloignement suffira à rompre l'effet mystérieux. Mais les enfants continuent de ne pas grandir, comme si l'influence du château s'étendait bien au-delà de ses murs. L'expérience suivante consiste à emmener les enfants à Paris pour une longue période. Là encore, rien ne change. Lucien, Céleste et Théodore conservent exactement la même apparence physique qu'au premier jour de leur arrivée au château. Cette découverte terrasse Marguerite. L'effet semble permanent et irréversible. Au fil des années, la situation devient de plus en plus difficile à gérer socialement. Les enfants Beaumont, toujours figés dans leur apparence enfantine, développent progressivement l'intelligence et la maturité d'adultes. Lucien, physiquement âgé de 8 ans, mais mentalement adulte après 15 années d'existence, commence à poser des questions existentielles troublantes. Cette dichotomie entre apparence physique et développement intellectuel crée des situations impossibles. Comment expliquer qu'un enfant de 8 ans apparent maîtrise parfaitement le latin, la philosophie et les mathématiques avancées? Comment justifier que Céleste, toujours haute comme une fillette de 6 ans, développe une compréhension sophisticated des relations humaines et de la psychologie? Les domestiques du château vivent dans un malaise permanent. Ils ne savent plus comment s'adresser à ces enfants qui ne sont plus vraiment des enfants. Faut-il leur parler comme à des bambins ou comme aux adultes qu'ils sont devenus mentalement? Cette ambiguïté constante crée une atmosphère pesante dans toute la maison. Charles-Édouard prend la décision de retirer ses enfants de toute scolarité traditionnelle et engage des précepteurs privés. Mais même ces derniers peinent à s'adapter à cette situation unique.
Comment enseigner à des élèves dont l'âge mental ne correspond absolument pas à l'âge physique apparent? La famille Beaumont se retrouve progressivement isolée du reste de la société. Les invitations se raréfient, les relations sociales deviennent impossibles à maintenir. Comment présenter des enfants qui n'ont pas changé d'un iota en 10 ans? Comment expliquer que Théodore, toujours haut de 4 ans, tient des conversations d'adultes sur des sujets complexes? Marguerite sombre dans une profonde mélancolie. Elle réalise que ses enfants ne connaîtront jamais une vie normale. Ils ne grandiront jamais, ne se marieront jamais, n'auront jamais d'enfants. Leur existence est figée dans une éternelle enfance physique qui contraste cruellement avec leur maturité intellectuelle grandissante. Les enfants eux-mêmes commencent à prendre conscience de leurs conditions particulières. Lucien développe une fascination morbide pour la littérature gothique et passe des heures à lire des récits de vampires et de créatures immortelles. Il semble chercher dans ces histoires fantastiques des échos à sa propre situation. Céleste, elle, se passionne pour l'astronomie. Elle observe les étoiles, nuit après nuit, méditant sur l'immensité du temps et de l'espace. Elle développe une philosophie personnelle sur l'immortalité et ses implications. Des réflexions d'une profondeur troublante chez une enfant à l'apparence si jeune. Déterminé à trouver une solution, Charles-Édouard finance une série de recherches scientifiques. Il fait appel au professeur Charcot, neurologue renommé de la Salpêtrière, qui accepte d'étudier le cas de ses enfants. Les examens neurologiques révèlent un développement cérébral normal, voire accéléré, contrastant avec l'arrêt complet de la croissance physique. Le professeur Charcot émet l'hypothèse d'une dissociation totale entre développement intellectuel et développement physique. Selon lui, un agent extérieur inconnu aurait la capacité de bloquer spécifiquement les processus de croissance corporelle tout en laissant intact le développement mental. Cette théorie, révolutionnaire pour l'époque, ne trouve aucune explication dans les connaissances médicales du XIXe siècle. Parallèlement, Charles-Édouard fait analyser l'eau, la terre et même l'air du château. Les chimistes parisiens qu'il consulte ne trouvent aucune substance particulière qui pourrait expliquer le phénomène. La composition du sol, la qualité de l'eau de puits, l'air lui-même ne présentent aucune anomalie détectable avec les moyens de l'époque. Une théorie alternative émerge quand un géologue découvre que le château est construit sur un terrain aux propriétés magnétiques particulières. Le sous-sol contient des concentrations inhabituelles de minerais de fer qui créent des champs magnétiques naturels. Certains scientifiques avancent l'idée que ces champs pourraient influencer les processus biologiques, mais aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. 20 ans après leur installation au château, Marguerite ne supporte plus cette situation. Elle vieillit normalement, ses cheveux grisonnent, son visage se ride, tandis que ses enfants conservent exactement la même apparence qu'à leur arrivée. Cette distorsion temporelle la rend folle d'angoisse et de désespoir. Elle développe une obsession maladive pour les miroirs, passant des heures à comparer son reflet vieillissant avec l'éternelle jeunesse de ses enfants. Cette confrontation quotidienne avec l'impossibilité de leur situation la pousse vers la dépression la plus profonde. Marguerite commence à tenir des discours incohérents, parlant de pactes avec le diable, de malédictions ancestrales, de châtiments divins. Elle refuse de sortir du château, de recevoir des visites, et passe ses journées enfermée dans sa chambre à ruminer cette tragédie familiale. Charles-Édouard, lui, vieillit prématurément sous le poids de cette situation. Ses cheveux blanchissent, son dos se voûte, sa santé se dégrade rapidement. À 50 ans, il en paraît 70. Le contraste avec ses enfants éternellement jeunes devient de plus en plus saisissant et troublant. Après 25 ans d'existence figée, les enfants Beaumont présentent des profils psychologiques uniques. Lucien, mentalement adulte depuis longtemps, développe une personnalité mélancolique et philosophique. Il écrit des poèmes d'une noirceur saisissante sur la condition humaine, l'immortalité et la malédiction de l'éternelle jeunesse. Ses écrits révèlent une compréhension profonde de sa condition tragique. Il réalise qu'il ne connaîtra jamais l'expérience normale de grandir, de devenir homme, de fonder une famille. Cette prise de conscience le plonge dans un nihilisme précoce qui transparaît dans tous ses textes. Céleste développe une personnalité plus rebelle. Elle refuse d'accepter sa condition
et multiplie les tentatives d'évasion. Elle s'enfuit régulièrement du château, espérant trouver ailleurs une solution à son problème. Chaque fois, on la retrouve quelques jours plus tard, inchangée, et encore plus désespérée qu'avant. Sa rébellion prend des formes de plus en plus extrêmes. Elle refuse de porter des vêtements d'enfant, exige qu'on s'adresse à elle comme à une adulte, et développe un tempérament violent envers quiconque la traite selon son apparence physique plutôt que selon son âge mental réel. Théodore, le plus jeune, suit un chemin différent. Il accepte progressivement sa condition avec une résignation inquiétante pour un être si jeune en apparence. Il développe une sagesse prématurée, parlant de l'acceptation du destin et de l'inutilité de la révolte contre l'inéluctable. En 1872, soit 25 ans après leur installation, une découverte majeure bouleverse la famille Beaumont. En démolissant une partie des fondations pour des travaux de rénovation, les ouvriers mettent au jour une crypte secrète datant du Moyen Âge. Cette crypte contient les restes de dizaines d'enfants, tous morts à des âges apparents très jeunes, mais dans des cercueils dimensionnés pour des adultes. Les dépouilles présentent des signes de vieillissement intérieur avancé, contrastant avec la préservation de leur structure osseuse juvénile. Plus troublante encore, la crypte renferme des documents rédigés en latin qui révèlent l'origine véritable de la malédiction. Au XIIe siècle, le seigneur de Saint-Clair perd ses 3 fils dans une épidémie. Fou de douleur, il conclut un pacte avec une entité mystérieuse pour préserver éternellement l'innocence de l'enfance dans son château. Le pacte stipule que tous les enfants qui grandiront dans ces murs conserveront leur apparence juvénile jusqu'à leur mort naturelle, préservés de la corruption de l'âge adulte, mais condamnés à vivre cette éternelle enfance comme une prison dorée. Le document révèle également que la malédiction ne peut être brisée que par la destruction complète du château et la dispersion de ses pierres. Cette révélation offre enfin un espoir de libération, mais à un prix considérable, la perte du patrimoine familial et l'incertitude sur l'efficacité réelle de cette solution. Confronté à cette révélation, Charles-Édouard fait face au choix le plus difficile de sa vie. Détruire le château représente la ruine financière de sa famille, la perte d'un héritage architectural exceptionnel, et surtout l'incertitude totale sur les résultats de cette action drastique. Les enfants eux-mêmes sont partagés. Lucien, désormais mentalement âgé de 33 ans, mais physiquement toujours enfant de 8 ans, plaide pour la destruction du château. Il ne supporte plus cette existence figée et préfère risquer l'inconnu plutôt que de continuer à vivre cette mascarade. Céleste, elle, hésite. Après tant d'années de rébellion, elle commence à douter qu'une solution existe vraiment. Elle craint que la destruction du château ne change rien à leurs conditions et ne fasse que les priver de leur dernier refuge contre un monde qui ne les comprend pas. Théodore adopte une position philosophique. Selon lui, leur condition fait d'eux des êtres uniques, témoins privilégiés du passage du temps. Il voit dans leur immortalité apparente une opportunité d'observer l'évolution du monde avec un recul impossible aux mortels ordinaires. Marguerite, désormais âgée et malade, supplie son mari de tenter cette dernière solution. Elle ne supporte plus de voir ses enfants prisonniers de cette malédiction et préfère risquer leur mort plutôt que de les voir continuer à souffrir de cette existence impossible. En 1873, Charles-Édouard prend sa décision. Il fait appel à une entreprise de démolition parisienne et ordonne la destruction méthodique du château. Les travaux commencent par les tours, puis s'attaquent progressivement au corps principal du bâtiment. Dès les premières démolitions, des phénomènes étranges se produisent. Les ouvriers rapportent des bruits inexpliqués, des chutes soudaines de température et surtout une résistance anormale des matériaux. Les pierres semblent s'accrocher entre elles, résistantes aux pics et aux masses, avec une obstination surnaturelle. Plus troublant encore, l'état des enfants Beaumont commence à fluctuer. Certains jours, ils semblent légèrement plus grands. Leurs visages paraissent subtilement plus matures. Mais ces changements sont si infimes qu'il devient impossible de déterminer s'ils sont réels ou imaginaires. Marguerite note scrupuleusement chaque modification apparente dans son journal. Les mesures révèlent des variations minimes mais constantes. 1 millimètre de taille par-ci, quelques grammes de poids par-là. Après des décennies d'immobilité totale, ces micro-changements prennent une importance considérable. La démolition progresse lentement,
chaque pierre arrachée nécessitant des efforts surhumains. Les ouvriers abandonnent successivement le chantier, effrayés par les phénomènes inexpliqués qui accompagnent la destruction. Charles-Édouard doit constamment recruter de nouveaux équipes, payées à prix d'or pour accepter de continuer ce travail maudit. Au bout de 6 mois de démolition acharnée, les premiers changements significatifs apparaissent. Lucien gagne soudainement 3 cm en une semaine. Ses traits s'affinent légèrement. Sa voix commence à muer. Ces transformations, d'abord imperceptibles, s'accélèrent progressivement. Céleste suit le même processus. Après des décennies d'immobilité physique, son corps semble vouloir rattraper le temps perdu. Elle grandit de façon spectaculaire, ses formes s'épanouissent, sa physionomie évolue vers celle d'une jeune femme. Cette transformation, si longtemps attendue, provoque chez elle un mélange de joie et d'angoisse. Théodore présente l'évolution la plus spectaculaire. De bambin de 4 ans apparent, il se transforme rapidement en adolescent, puis en jeune homme. Son corps semble compenser des décennies de croissance arrêtées en quelques mois seulement. Cette accélération du vieillissement inquiète profondément Charles-Édouard. Il craint que ses enfants ne rattrapent pas seulement leur croissance normale, mais continuent au-delà, vieillissant prématurément pour compenser les années perdues. Dr Morel, consulté d'urgence, ne peut que constater l'extraordinaire rapidité de ces transformations sans pouvoir prédire leur évolution. La destruction complète du château s'achève en 1874, après 18 mois d'efforts acharnés. Chaque pierre est dispersée, vendue à des entrepreneurs qui les utilisent pour construire d'autres bâtiments dans toute la région. Le site ne conserve que les fondations, témoins silencieux de 7 siècles d'histoire. Les enfants Beaumont poursuivent leur transformation accélérée. En l'espace de 2 ans, ils rattrapent physiquement leur âge chronologique réel. Lucien développe l'apparence d'un homme de 35 ans, Céleste celle d'une femme de 33 ans, Théodore celle d'un homme de 31 ans. Mais cette libération a un prix terrible. Leur corps, après des décennies d'immobilité, vieillit maintenant à un rythme effréné. En 1876, soit 3 ans après la fin des démolitions, les 3 enfants présentent l'apparence de sexagénaires. Leurs cheveux blanchissent, leurs visages se rident, leur santé se dégrade rapidement. Dr Morel émet l'hypothèse que leur organisme, libéré brutalement de la malédiction, tente de rattraper non seulement la croissance manquée, mais aussi le vieillissement naturel qui aurait dû accompagner ces décennies. C'est comme si le temps suspendu se déversait soudainement sur eux avec une violence inouïe. Marguerite, témoin de cette transformation tragique, sombre dans la folie définitive. Après avoir tant souhaité voir ses enfants grandir normalement, elle les regarde maintenant vieillir plus vite qu'elle-même. Cette ironie cruelle du destin achève de détruire sa raison déjà fragile. Charles-Édouard, ruiné par la démolition du château et rongé par la culpabilité, ne survit pas longtemps à cette épreuve. Il meurt en 1877, emportant avec lui le secret de cette malédiction familiale et l'amertume d'une libération qui ressemble davantage à une nouvelle malédiction. Les 3 enfants Beaumont meurent dans l'année qui suit le décès de leur père, emportés par un vieillissement accéléré qui consume leurs organismes épuisés. Lucien s'éteint le premier, en janvier 1878, à l'âge chronologique de 39 ans, mais avec l'apparence physique d'un octogénaire. Céleste le suit en mars de la même année. Ses dernières paroles révèlent une lucidité tragique sur sa condition. Elle remercie son père d'avoir tenté de les libérer, même si cette libération s'est révélée mortelle. Elle préfère cette mort rapide mais normale à l'éternelle prison de l'enfance forcée. Théodore, le plus jeune, survit jusqu'en septembre 1878. Son agonie est la plus longue et la plus douloureuse, comme si son organisme luttait encore contre le processus de vieillissement accéléré. Il meurt en tenant la main de sa mère, désormais définitivement folle et internée dans un asile parisien. Marguerite ne survit que quelques mois à la mort de son dernier enfant. Elle s'éteint en décembre 1878 dans l'asile de la Salpêtrière, emportant avec elle les secrets de cette histoire impossible. Les médecins attribuent sa mort à un chagrin si profond qu'il a fini par arrêter son cœur. L'histoire de la famille Beaumont s'achève avec leur disparition complète,
mais elles laissent des traces troublantes qui alimentent les légendes locales pendant des décennies. Les pierres du château, dispersées dans toute la région, semblent avoir conservé une partie de leurs propriétés mystérieuses. Plusieurs familles qui utilisent ces pierres pour construire leurs maisons rapportent des phénomènes étranges. Des enfants qui grandissent anormalement, lentement, des plantes qui restent figées à certains stades de leur développement, des horloges qui ralentissent inexplicablement. Ces témoignages, bien que moins spectaculaires que l'histoire des Beaumont, suggèrent que la malédiction n'a pas complètement disparu avec la destruction du château. Le site de Saint-Clair reste vacant pendant des années. Aucun acquéreur ne se présente pour racheter ce terrain chargé d'histoires tragiques. La nature reprend progressivement ses droits, recouvrant les fondations de ronces et de mousse, comme pour effacer définitivement les traces de cette tragédie familiale. En 1890, soit 12 ans après la mort de la famille Beaumont, la commune décide de transformer le site en cimetière. C'est là que reposent désormais Charles-Édouard, Marguerite et leurs 3 enfants, réunis dans la mort après avoir été séparés par cette malédiction impossible. En 1925, le professeur Auguste Lemercier, historien spécialisé dans les phénomènes inexpliqués du XIXe siècle, entreprend une enquête approfondie sur l'affaire Beaumont. Il retrouve les archives familiales, les témoignages médicaux, les rapports d'expertise qui documentent minutieusement cette histoire extraordinaire. Son travail révèle l'existence de documents officiels qui confirment l'authenticité des faits. Les registres d'état civil, les dossiers médicaux, les témoignages de dizaines de personnes attestent de la réalité de cette impossibilité biologique. Lucien, Céleste et Théodore Beaumont ont bien cessé de grandir pendant près de 30 ans avant de vieillir brutalement jusqu'à leur mort. Lemercier découvre également que d'autres châteaux européens ont connu des phénomènes similaires à différentes époques. Un château écossais, une villa italienne, un manoir allemand présentent des histoires comparables d'enfants figés dans l'enfance pendant des décennies. Ces cas, dispersés dans le temps et l'espace, suggèrent soit l'existence d'un phénomène récurrent mais rarissime. Ces recherches établissent également que tous ces lieux présentent des caractéristiques géologiques particulières. Sous-sols riches en minerais de fer, champs magnétiques naturels intenses, présence de sources souterraines aux propriétés chimiques inhabituelles. Cette convergence de facteurs pourrait expliquer, selon Lemercier, la récurrence de ces phénomènes impossibles. Le professeur publie ses conclusions en 1928 dans un ouvrage qui fait sensation. Les enfants du temps suspendu, étude historique de phénomènes biologiques inexpliqués. Son travail académique rigoureux donne une crédibilité scientifique à l'histoire de la famille Beaumont et établit définitivement l'authenticité de ces faits extraordinaires. L'histoire de la famille Beaumont reste aujourd'hui encore un mystère médical absolu. Aucune science moderne ne peut expliquer comment 3 enfants ont pu cesser complètement de vieillir pendant près de 3 décennies, conservant exactement la même apparence physique tout en développant normalement leurs facultés intellectuelles. Les documents médicaux de l'époque, conservés aux archives de l'Académie de médecine de Paris, attestent de la minutie avec laquelle ce cas a été étudié par les plus grands spécialistes du XIXe siècle. Les mesures anthropométriques, répétées mensuellement pendant 25 ans, ne montrent absolument aucune variation dans la taille, le poids ou l'apparence générale des 3 enfants. Plus troublant encore, les analyses sanguines effectuées par le professeur Charcot révèlent que les processus cellulaires des enfants Beaumont fonctionnaient normalement. Leurs cellules se renouvelaient, leurs organes accomplissaient leurs fonctions vitales, leur métabolisme restait actif. Seuls les mécanismes de croissance et de vieillissement semblaient complètement interrompus, comme figés par une force extérieure incompréhensible. Cette dissociation entre développement physique et développement intellectuel défie toutes les lois connues de la biologie. Comment expliquer qu'un cerveau puisse mûrir, acquérir des connaissances, développer une personnalité complexe, alors que le corps qui l'abrite reste figé dans son état initial? Cette question demeure sans réponse satisfaisante, même à la lumière des connaissances scientifiques contemporaines. L'accélération brutale du vieillissement après la destruction du château constitue un autre mystère médical. En l'espace de 4 ans, les 3 enfants ont rattrapé 30 années de croissance manquée, puis ont continué à vieillir à un rythme effréné jusqu'à leur mort prématurée.
Ce phénomène de compensation temporelle n'a aucun équivalent dans la littérature médicale mondiale. Les théories émises par les scientifiques de l'époque, influence magnétique, composition chimique particulière du sol, facteurs environnementaux inconnus, restent purement spéculatives. Aucune ne peut expliquer de manière satisfaisante l'ensemble des phénomènes observés chez la famille Beaumont. L'affaire Beaumont a profondément marqué la communauté médicale du XIXe siècle. Elle a ouvert de nouvelles pistes de recherche sur les mécanismes de croissance et de vieillissement, domaine alors largement méconnu. Les observations minutieuses effectuées sur les 3 enfants ont contribué aux premières théories sur l'influence de facteurs environnementaux sur le développement humain. Le cas a également inspiré les premiers travaux sur la dissociation entre développement physique et développement intellectuel. Les psychiatres de l'époque ont étudié en détail la personnalité des enfants Beaumont, analysant comment leur psychisme s'adaptait à cette condition impossible. Ces recherches ont posé les bases de la psychologie développementale moderne. Plus largement, l'histoire de Sinclair a alimenté une nouvelle approche scientifique des phénomènes inexpliqués. Plutôt que de rejeter automatiquement ce qui semble impossible, certains chercheurs ont commencé à documenter rigoureusement ces cas exceptionnels, espérant découvrir de nouvelles lois naturelles. Le professeur Lemercier, dans ses travaux de 1925, établit une méthodologie d'enquête qui fait encore référence aujourd'hui. Son approche historique rigoureuse, croisant témoignages, documents officiels et analyses scientifiques, devient le modèle pour l'étude des phénomènes paranormaux. Cette méthode permet de distinguer les faits avérés des légendes populaires et donne une crédibilité académique à des histoires autrement reléguées au rang de superstition. L'affaire Beaumont continue d'intriguer les chercheurs modernes. En 1987, une équipe de généticiens français obtient l'autorisation d'exhumer les restes de la famille pour effectuer des analyses ADN. Les résultats révèlent des anomalies chromosomiques uniques, jamais observées dans aucun autre cas médical. Ces analyses montrent que les 3 enfants présentaient des mutations génétiques identiques, touchant spécifiquement les gènes responsables de la régulation de la croissance. Cette découverte suggère que leur condition pourrait avoir une origine héréditaire, même si aucun ancêtre connu de la famille ne présentait de symptômes similaires. Plus intriguant encore, les analyses révèlent que ces mutations sont apparues après la naissance des enfants, et non pas de façon congénitale. Cela implique qu'un facteur environnemental externe a provoqué ces modifications génétiques post-natales, une possibilité qui défie la compréhension actuelle des mécanismes de mutation. Les échantillons de terre prélevés sur l'ancien site du château montrent effectivement des propriétés magnétiques exceptionnelles, dues à une concentration inhabituelle de minerais ferromagnétiques. Certains physiciens théorisent que ces champs magnétiques naturels pourraient avoir influencé les processus cellulaires des enfants Beaumont, mais aucune expérimentation n'a pu reproduire de tels effets. Malgré plus d'1 siècle de recherche, l'affaire Beaumont reste une énigme médicale absolue. Les progrès considérables de la biologie moléculaire, de la génétique et de l'endocrinologie n'apportent aucune explication satisfaisante à ce phénomène unique dans l'histoire de la médecine. Les tentatives modernes de reproduction expérimentale ont toutes échoué. Aucune équipe scientifique n'a réussi à identifier, encore moins à reproduire, les conditions qui ont provoqué l'arrêt de croissance des enfants Beaumont. Cette impossibilité de reproduction expérimentale place ce cas dans une catégorie scientifique particulière, celle des phénomènes authentifiés mais inexplicables. L'histoire soulève également des questions philosophiques profondes sur la nature du temps et du vieillissement. Si ces processus peuvent être interrompus puis réactivés de manière externe, cela suggère qu'ils ne sont pas des constantes biologiques absolues, mais plutôt des mécanismes modulables par des facteurs encore inconnus. Cette remise en question des certitudes scientifiques a inspiré de nombreuses recherches sur les mécanismes du vieillissement. Les travaux contemporains sur la longévité, les télomères et la sénescence cellulaire puisent partiellement leur inspiration dans l'impossibilité médicale représentée par l'affaire Beaumont. Au-delà de son impact scientifique, l'histoire de la famille Beaumont a profondément marqué la culture populaire normande. Le site de Sinclair est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystères historiques, malgré l'absence totale de vestiges du château original. Les légendes locales se sont enrichies au fil des décennies, transformant progressivement l'histoire authentique en folklore régional.
Certaines versions populaires attribuent la malédiction à des pratiques alchimiques, d'autres à des interventions surnaturelles, déformant la réalité documentée au profit d'explications plus spectaculaires. Cette dérive folklorique a paradoxalement contribué à préserver la mémoire de l'affaire. Chaque génération redécouvre l'histoire des enfants qui ne grandissaient jamais, perpétuant l'intérêt pour ce mystère médical unique. Les guides touristiques locaux racontent encore aujourd'hui cette histoire extraordinaire, même si peu de visiteurs réalisent qu'elle repose sur des faits rigoureusement documentés. L'affaire a également inspiré plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques, la plupart prenant des libertés considérables avec la réalité historique. Ces adaptations artistiques, si elles dénaturent parfois les faits, contribuent néanmoins à maintenir vivant l'intérêt pour cette énigme scientifique exceptionnelle. L'histoire de la famille Beaumont de Saint-Clair enseigne une leçon fondamentale sur les limites de la connaissance humaine. Malgré tous les progrès scientifiques des 2 derniers siècles, certains phénomènes restent totalement inexpliqués, défiant notre compréhension du monde naturel. Cette affaire rappelle l'importance de maintenir une approche scientifique rigoureuse face à l'inexpliqué, sans pour autant rejeter automatiquement ce qui semble impossible. Les enfants Beaumont ont bel et bien vécu cette condition extraordinaire, comme l'attestent des centaines de témoignages et de documents officiels. Nier cette réalité par principe serait aussi anti-scientifique que l'accepter sans examen critique. L'énigme médicale que représente cette famille illustre parfaitement les mystères qui subsistent dans la compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux. Croissance, vieillissement, développement, ces processus que nous considérons comme des constantes naturelles révèlent à travers l'affaire Beaumont leur caractère potentiellement modulable par des facteurs encore inconnus. Cette histoire nous rappelle également que la science progresse souvent par l'étude de cas exceptionnels qui remettent en question les paradigmes établis. Les enfants de Saint-Clair, par l'impossibilité médicale de leurs conditions, ouvrent des perspectives de recherche qui pourraient révolutionner notre compréhension du vivant. Finalement, l'affaire Beaumont demeure un témoignage poignant de la fragilité de l'existence humaine face aux forces mystérieuses qui gouvernent l'univers. Ces 3 enfants, prisonniers d'une enfance éternelle puis emportés par un vieillissement brutal, incarnent les paradoxes d'une condition humaine soumise à des lois naturelles dont nous ne maîtrisons ni les mécanismes ni les exceptions. Leur histoire, authentique et documentée, reste aujourd'hui encore le plus grand mystère médical non résolu de l'histoire moderne, un défi permanent lancé à notre prétention de comprendre et contrôler les processus fondamentaux de la vie.